C'est toujours extrêmement sympa d'applaudir avant, ça nous donne l'enthousiasme. Bienvenue et bravo d'être là, c'est formidable. Je m'appelle Laurent, on va passer 1h30 ensemble, 1h30 d'échange et de débat dans le cadre de la Cité. Alors pour que tout le monde se souvienne bien de ce principe, en 89, la Cité a été créée sur l'idée d'un projet d'étudiants pour terminer un DESS en communication et qui avait l'intention de faire beaucoup mieux connaître la Sorbonne, qui était connue du monde entier et peut-être moins des Parisiens. Et à l'époque, l'idée était d'ouvrir en fait cette Sorbonne le temps d'un week-end, un peu dans l'esprit d'une université populaire à tous les Parisiens, et bien sûr aussi faire que des étudiants puissent rencontrer le monde culturel, politique, économique, social. Et ce fut le début de la Cité. La rectrice de la Cité, Hélène Erweiler, à l'époque, avait accepté le principe que ces étudiants puissent disposer de la Cité, de la Sorbonne, pardon, pour une raison bête. Elle avait dit, mais pour une fois que les étudiants veulent occuper la Sorbonne en demandant d'abord la permission, on ne peut pas dire non. Donc voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc je suis ravi de vous avoir. On ne va pas tous se présenter un à un. Mais quoi qu'il arrive, vous allez voir, ça va être très interactif. Vous allez avoir un vrai temps de questionnement de nos intervenants. C'est un panel formidable. Le premier temps sera celui des étudiants pour respecter ce principe fondateur de la Cité, bien évidemment, mais très très vite, on prendra les questions de l'assistance. Alors, j'ai autour de moi des gens formidables que je connais. Et plutôt que moi, je vous les présente comme ça, avant que je vous parle de notre thème, de la manière dont on va l'aborder, j'ai une question à leur poser, c'est finalement, quelle est votre connexion les uns aux autres? Alors, Fabienne, si tu veux commencer, tu peux. Merci Laurent. Alors avant toute chose, merci de cette invitation, ravie d'avoir cet échange tous ensemble dans ce merveilleux endroit. Ma connexion avec chacun d'entre nous, je pense qu'elle est probablement la même qu'avec celle de chacun d'entre vous dans cette salle, puisque j'ai le plaisir d'animer les activités d'un petit logo bleu que vous avez tous probablement sur vos téléphones, qui s'appelle LinkedIn. Donc ça, c'est ma connexion professionnelle. Ma connexion plus personnelle, évidemment, avec Maude, puisque nous portons ensemble un certain nombre d'engagements sociétaux, de causes communes très fortes. Avec Monsieur le Ministre, étant maman de 3 garçons, respectivement de 19, 20 et 25, c'est la génération Parcoursup. Donc, et qui sont maintenant dans l'enseignement supérieur grâce à vous, Monsieur le Ministre, et nous en sommes très fiers. Et puis, avec Maude, je ne manque pas, chaque fois que je voyage partout en France et dans le monde, de lui envoyer des petits feedbacks à chaque fois parce que je sais comment elle manage ses équipes par la confiance. Et enfin, avec Bertrand, nous avons l'occasion d'être clientes d'Edenred. Donc, voilà. Formidable, merci beaucoup. Bertrand, tu veux prendre la suite? Bon, Fabienne a tout dit. Donc, Fabienne est dans ma poche tous les jours, puisque l'outil LinkedIn est un outil que j'utilise plusieurs fois par jour. Maude, je dirige une entreprise qui est dans 45 pays, qui va de Santiago du Chili à Singapour. Et donc, je passe beaucoup de temps dans les avions et donc dans les hôtels. Et comme je privilégie le drapeau bleu, blanc, rouge, ma priorité, c'est de dormir dans des hôtels Accor. Et donc, si je dors bien, c'est grâce à Maude. Et d'ailleurs, quand je dors mal, ça arrive à peu près une fois tous les 2-3 ans, je me permets de lui envoyer un petit WhatsApp et elle a la gentillesse de me répondre. Quant à Monsieur le Ministre,
le lien qui nous unit est le même que celui de Fabienne, puisque j'ai 4 enfants qui ont entre 25 et 17 ans, et donc qui ont vécu les différentes réformes menées courageusement par Jean-Michel. Et en fait, j'en profite du fond du cœur pour le remercier. Peut-être ne le savez-vous pas, mais il fut, je crois, le ministre de l'Éducation nationale avec le mandat le plus long, ce qui est la preuve de la très grande qualité de ce qui a été fait. C'était un mandat long et un mandat plein de réformes. Et donc, on a souvent tendance à critiquer nos dirigeants. Et moi, du fond du cœur, je voulais le remercier d'avoir pris cette charge pendant si longtemps. Et ce qui nous unit avec Laurent, c'est un lien encore plus fort, puisque Laurent et moi sommes originaires du Nord-Pas-de-Calais, qui est une région qui est très chère à notre cœur. Et les nordistes, n'hésitez pas à manifester votre approbation si jamais nous avons des gens du Nord dans la salle. Merci beaucoup, les ch'tis. Magnifique. Maude. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Ce qui me lie à Fabienne, femme de tête, femme de cœur, évidemment LinkedIn, mais pas que. Beaucoup d'engagements sociétaux, beaucoup de transmission, beaucoup d'envie de rendre. Je la rencontre il y a quelques années et je me dis, oh là là, quelle super nana. Et depuis, c'est moi qui la suis sur LinkedIn. Bertrand Dumazy, alors là, quand même, c'est avec lui que j'ai appris la recette de coquillettes à la truffe. Donc ça, je pense que c'est important de bien le noter. Hein. Comme la cité de la réussite, c'est inspirant, c'est ça? On m'avait dit en préparation. Donc j'ai eu la chance de déjeuner. Je venais de rejoindre le COMEX du groupe Accor. Et donc on a un ami commun qui me dit, il faut absolument que tu rencontres Bertrand. C'est un leader, visionnaire, tu vas voir, il est incroyable. Voilà. Et donc je me retrouve invitée très gentiment par Bertrand Dumazy dans une très bonne adresse. Et il me fait découvrir, alors que c'est quelqu'un quand même de très important, de manière très simple et très généreuse, une recette de coquillettes à la truffe et au jambon. Une recette du Nord, hein, bien évidemment. Sûr. Et depuis ce temps-là, Bertrand, je pense à toi pour 2 choses. À chaque fois que je vois sur une carte un plat de coquillettes à la truffe, et à chaque fois que je dois réfléchir à des solutions de leadership dans la bienveillance, la justesse et le souci de rendre, parce que le déjeuner a été consacré à ça. Jean-Michel, nous avons tous les deux en commun le fait d'avoir servi notre pays. Moi, j'ai été 10 ans aux fonctionnaires et on est tous les deux passionnés d'éducation. Alors vous, encore 1000 fois plus, Jean-Michel, mais voilà, j'ai une admiration très sincère et très partagée. Et enfin, Laurent. Laurent a beaucoup de casquettes. Il n'aime pas trop parler de lui, donc on va le faire à sa place. Laurent fait de l'audit, il fait de la com, il fait des animations, il écrit des articles, il a plein de vie. Et des coquillettes au jambon. Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire, il faut m'inviter. Et Laurent, coach et mentor, et passe sa vie comme aujourd'hui à essayer de rendre et de transmettre. Et quand j'ai hésité à un moment un peu charnière de mon parcours, sur les choix qui se présentaient à moi, c'est grâce à Laurent que j'ai choisi l'hôtellerie. Et c'est le premier qui m'a appris en anglais que hôtellerie, ça se dit hospitality. Merci beaucoup, mais je ne suis là que le modérateur de ce débat, c'est entre vous. Jean-Michel, tu as la conclusion. Bien, merci beaucoup. Je suis évidemment cohérent avec tout ce qui vient d'être dit. Évidemment, avec Fabienne, le lien, comme le nom de sa société l'indique, c'est LinkedIn. Et c'est vrai que je ne le dis pas parce qu'elle est là, je le dis souvent d'ailleurs dans différents endroits. J'ai toujours été assez fan de LinkedIn. Et je donne toujours un exemple parce qu'il y a 2 réseaux sociaux sur lesquels j'ai pu être un peu, voire très actif. C'est Twitter, X donc, et LinkedIn. Et je dis toujours, quand je poste la même chose sur Twitter et sur LinkedIn, dans un cas, j'ai le concombre masqué qui me dit que je suis le type le plus infâme qui a jamais voulu casser le service public, etc. Et sur LinkedIn, des tas de gens qui me disent bravo, vous êtes un type exceptionnel, etc. Et donc, j'ai toujours préféré LinkedIn. Et tu préfères lequel? Allez savoir pourquoi. Et donc, j'ai une reconnaissance pour Fabienne et toutes ses équipes pour cela. Et enfin, en réalité, il y a quelque chose de sérieux derrière ce que je viens de dire, c'est-à-dire que on est rentré dans un monde un peu fou avec la question des réseaux sociaux et beaucoup de haine, beaucoup de fausses nouvelles sont répandues et d'une manière qui est en réalité complètement inacceptable. Et il y a un réseau, peut-être un autre que je connaîtrais moins, mais en tout cas, il y en a un qui sort du lot et qui réussit à ne pas rentrer là-dedans, c'est LinkedIn. Et donc, on a avec LinkedIn, je ne suis pas là pour faire la publicité, mais on a ce que ça devrait être si on était dans un monde un peu plus constructif, un peu plus bienveillant.
et utile aussi pour les gens, puisque ça crée des liens pour l'emploi en particulier. Et donc c'est vraiment, j'ai une empathie, une sympathie pour ce qui se passe au travers de LinkedIn très, très grande. Et d'ailleurs, avant d'être ministre, quand j'étais directeur de l'ESSEC en particulier, je faisais des postes réguliers, des choses un peu rédigées. Et donc j'ai un peu suivi l'ascension, si je puis dire, de LinkedIn avec cet esprit constructif. Bon, je suis un peu long, mais Bertrand, j'ai de la grande admiration pour un homme comme lui et pour ce qu'il a accompli, parce que je pense qu'on n'est pas assez attentif aux grandes réussites de Français ou d'entreprises françaises, et que parfois c'est pas les choses les plus spectaculaires qui sont les plus importantes. On a besoin de tisser des réseaux qui aujourd'hui permettent de porter des valeurs aussi. Je crois qu'on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Et la gentillesse avec laquelle il vient de parler, évidemment, est significative d'un état d'esprit, et je le remercie. Quant à Maud, en effet, nous avons plein de choses en commun de par nos parcours, et notamment, je l'espère, on peut dire ça d'elle en tout cas, et j'espère de moi, le sens du service public, et ce qui signifie le sens de l'intérêt général. Là aussi, c'est au cœur de ce que nous allons dire maintenant. Et donc, effectivement, je sens, appelons ça une fraternité d'armes entre nous tous. Et alors, on doit parler de Laurent aussi. Et donc, merci d'avoir rappelé la généalogie de la Cité de la Réussite. On a en commun d'avoir été attentifs à ça. En 1989, je faisais partie de ces étudiants qui étaient déjà là, amis de... Non pas, je n'étais pas moi-même un fondateur, mais j'étais soutien de nos amis. Et c'est très agréable de se retrouver régulièrement comme ça et de sentir là aussi ce que j'appellerais le bon esprit, c'est-à-dire la volonté d'approfondir les sujets, de souligner les talents, de donner la parole aux étudiants et d'être avec vous tous dans cette volonté de progresser par la connaissance. Donc c'est toujours un plaisir de te retrouver, Laurent. Merci beaucoup. Alors, vous le comprenez bien, même si chacun ici a une fonction, Jean-Michel n'en a pas parlé, mais aujourd'hui président de laboratoire de la République, aussi de Terra Academia, qui est une très belle initiative, on n'est pas là pour parler des entreprises finalement. C'est bien un sujet de société qui est au cœur de cette cité, c'est un débat, on est un week-end, on n'est pas là pour parler boulot. Donc en fait, on va beaucoup s'attacher à avoir une vision de la confiance ou de cette question pour chacun d'entre nous ici, mais sous un angle qui soit un angle qui intéresse tout le monde. Et on insiste bien sur le fait qu'il y a une grande diversité dans cette salle. C'est un des débats qui était complet le plus vite, donc on voit bien qu'il y a un intérêt particulier aussi pour notre sujet d'aujourd'hui. Alors notre sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet de grande actualité, mais je vais essayer de vous le présenter très rapidement pour assez rapidement avoir un petit échange donc, entre nous, puis ensuite avoir les étudiants qui eux, poseront, ont préparé des questions. On a ensemble aussi échangé sur la manière de poser ces questions. On leur a dit, mais qui fait le moment quoi. Je veux dire, vous n'en aurez pas 50 comme ça, donc il faut vraiment se lâcher, il faut y aller. Mais de la même manière, on va attendre ça de vous. Donc très très vite, on vous permettra, vous aussi, de nous interpeller, de poser les questions que vous avez à poser. C'est sûr qu'on ne va pas toutes les couvrir. Alors c'est certain aussi que dans cette salle, il y a énormément de gens qui auraient aimé être assis là avec nous. C'est-à-dire que plutôt de poser des questions, aimerait sans aucun doute aussi faire un peu une profession de foi, et c'est super humain. Par contre, comme on aura un temps réduit, en fait, pour le respect des autres, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de faire en sorte que vous posiez des questions, pas forcément que vous fassiez un plaidoyer pro domo pour une idée ou contre une idée. Ce ne sera pas l'idée, d'accord ? Alors, point de départ. Notre sujet aujourd'hui, autonomie, responsabilisation, oser le management par la confiance. On a autour de cette table des personnes qui, d'ailleurs, pas seulement aujourd'hui, mais ont, disons, eu une vie pleine d'animation de grands groupes, voire de groupes de plus en plus grands. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le monde du management en particulier, puisque c'est un terme qui est utilisé ici, il y a des personnes qui sont assez influentes. Il y a un garçon en ce moment qui est sans doute le plus influent dans cette communauté du management, qui s'appelle Roger Martin. J'ai coutume de dire que c'est bête de s'appeler Roger Martin quand on veut se rendre célèbre, mais toujours est-il que Roger Martin est le penseur le plus influent, non pas sur les autres penseurs, mais sur aussi les praticiens du management, ce qu'on appelle en anglais les CEO, les Chief Executive Officers, c'est-à-dire les présidents, les directeurs généraux. Aujourd'hui, les travaux de Roger Martin portent sur une idée qui est la suivante. Si vous regardez LinkedIn en 2004, c'est la fondation de LinkedIn. Et en 2005, ils sont peut-être 40 dans le monde. On est dans des petites entreprises, tout comme Amazon, tout comme Google, tout comme Facebook. Et regardez le nombre qu'ils sont aujourd'hui.
C'est des centaines de milliers de salariés dans le monde. Donc la trajectoire de ces entreprises, ça a été de devenir de plus en plus monumentale. Or, on sait, les travaux de la neuroscience, en particulier d'un type qui s'appelle Dunbar, Robin Dunbar, expliquent que vous pouvez continuer à travailler dans la confiance et la coordination naturelle humaine jusqu'à à peu près 230 personnes maximum. Entre 100 et 230, vous pouvez fonctionner de manière un peu organique, voyez. Mais au-delà, c'est difficile. Donc au-delà, il faut commencer à mettre des process, il faut segmenter, il faut compartimentaliser, il faut subordonner. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir de là, eh bien, l'humain, là-dedans, se sent de plus en plus petit. Donc plus ces organisations deviennent monumentales, plus finalement la conscience de son apport, de sa contribution, de son identité se réduit. Alors, et c'est toute la réflexion aujourd'hui, il y a des grandes entreprises comme Haier, vous savez, H-A-I-E-R, une société qui est à la fois chinoise-américaine, ce qui est assez original, comme Procter & Gamble, que vous connaissez, ont décidé de se dire comment on peut lutter contre cet effet massifiant qui fait que les gens se sentent petits, rabaissés. Et donc, ils essaient de réfléchir à d'autres formes d'organisation. Il se trouve que les 4 personnes que j'ai autour de moi aujourd'hui, pour bien les connaître, sont des personnes qui, à la fois, ont ce niveau de responsabilité très important de très grandes organisations. Jean-Michel, quand tu étais patron de l'Éducation nationale, c'est quoi? C'est 1 million de personnes, voire peut-être même plus, d'ailleurs. Hein. 1 million, voilà, 1 million 200 000. Et pourtant, leur question permanente, c'est celle-là, c'est de se dire comment je peux garder le sens humain des choses. Alors, je voudrais commencer par cette question, mes amis, si vous en êtes d'accord, et je vais vous donner la parole les uns les autres, mais finalement, plutôt que je leur pose la question, et pour vous, la confiance, c'est quoi? Franchement, on va tous s'emmerder si on fait ça, donc on ne va pas jouer là-dessus. On va poser la question autrement. C'est vous qui avez ce pouvoir hiérarchique, vous qui avez cette position presque ultime dans les organisations. Comment vous faites pour que les gens qui travaillent avec vous, plutôt que de se sentir petits, puissent se sentir un peu plus grands? Qui veut démarrer? Allez, Bertrand. Donc, vaste sujet. Alors, d'abord, la première question, c'est est-ce qu'un CEO a le pouvoir? La réponse est oui. On lui confère un pouvoir qu'on peut lui retirer d'ailleurs ad nutum. Hein, c'est le principe d'un CEO mandataire social. Donc, la question qui se pose, c'est que va-t-on faire du pouvoir qu'on a reçu? Et je me pose d'ailleurs souvent cette question, c'est-à-dire quelle utilisation je fais du pouvoir qui m'a été donné. Et en fait, les quelques enseignements que je peux partager avec vous, sachant que je suis en devenir aussi sur cette question, c'est que moi, j'ai la volonté de transformer chaque collaborateur des entreprises qui me sont confiées en bâtisseurs de cathédrales. C'est-à-dire que d'abord, on est tous au service d'un projet. Et le projet, c'est bâtir la cathédrale. Et dans ce projet de bâtisseur, chacun a sa place et chacun a une place. Et donc, essayer en permanence, premièrement, de reparler du projet et de sa contribution au projet et de faire en sorte que chacun ait sa place dans ce projet. Une autre manière de le dire, et c'est Saint-Exupéry qui nous éclaire là-dessus, en disant si tu veux construire un bateau, donne l'envie de mer aux hommes et aux femmes qui vont t'accompagner. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose au-dessus de nous, qui soit au-delà de nos tâches quotidiennes. C'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est une chose de le dire, et ensuite il y a la pratique. C'est-à-dire, est-ce que dans sa pratique, on est respectueux des uns et des autres? C'est-à-dire que, certes, la performance économique est absolument nécessaire. Dans une entreprise sans performance économique, rien n'est possible, mais tous les collaborateurs d'une entreprise, un par un, ne sont pas qu'un carnet de notes. Ils sont bien plus que cela. Et donc, comment faire en sorte que chacun se sente accueilli et reconnu dans ce projet de bâtir une cathédrale? Je vais vous livrer un secret. La durée du contrat de travail de mes collaborateurs est étroitement liée à la capacité à être respectueux. Et d'ailleurs, dans les valeurs d'Edenred, les 5 valeurs que nous nous sommes votées, il y a la valeur respect. Je vais le dire d'une autre manière, avoir un contrat de travail qui s'arrête rapidement chez Edenred, c'est étroitement lié à une attitude irrespectueuse. Irrespectueuse, c'est-à-dire l'incapacité à dire bonjour à quelqu'un le matin en le regardant dans les yeux. C'est l'incapacité à dire merci, c'est-à-dire reconnaître la contribution des uns et des autres. Bref, il y a le projet, nous sommes tous des bâtisseurs de cathédrales,
Dans ce projet, nous avons tous un rôle à jouer, chacun a une place, chacun a sa place. Et enfin, il y a la pratique. Et dans cette pratique, on se doit tous de montrer l'exemple, et l'exemple au travers d'une attitude qui soit respectueuse et qui reconnaisse l'intégralité et l'intégrité des autres. Les autres ne sont pas qu'un carnet de notes, ils ne sont pas qu'un moyen vers une fin, mais ils sont, avec moi et avec tous les autres, les bâtisseurs de notre cité. La question que j'ai posée finalement amène à une figure qui est très chère à Bertrand, je le sais, c'est la figure de Marc Aurèle. C'est-à-dire que là, j'ai 4 personnes qui sont finalement dans des fonctions d'empereur, mais qui ont une approche qui est aussi celle du philosophe. Et donc, on va beaucoup avoir ces échanges qui sont sur la réflexivité de sa position, finalement, et c'est comme ça qu'on abordera le thème de la confiance, qui est un sujet philosophique, fondamentalement, mais aussi, on va le voir, un sujet très pratique. Fabienne, je te sens impatiente de prendre la suite de Bertrand là-dessus. Oui, parce que je crois qu'on a un certain nombre de sujets évidemment en commun ou de points de vue complémentaires. Et mon point de vue sera plutôt sous la dimension de l'intime. Et Bertrand parlait de la posture ou du positionnement de CEO, mais in fine, je pense que ce que nous abordons s'adresse à chacun d'entre nous, qu'on soit manager de premier niveau jusque président de très grands groupes. Et la raison pour laquelle je disais que j'abordais cette question plutôt sous l'angle de l'intime, c'est que je considère que chacun, lorsqu'on prend une position de management ou de dirigeant, on doit et on a à se poser de manière très récurrente la question de quel est mon rapport à l'autorité. Et s'interroger, alors effectivement, à quoi sert le pouvoir qui m'est transmis ou donné, mais surtout, est-ce que je vis ça sous l'angle du pouvoir ou plutôt sous la forme de quelle est ma responsabilité ? Et quelle est ma responsabilité, évidemment, envers mon organisation, envers mes actionnaires dans certains cas de figure, envers mes clients et mes consommateurs lorsqu'il s'agit de marques, et bien évidemment envers mes équipes proches ou moins proches dans le cadre de très grands groupes. Donc ça, c'est la première des choses, s'interroger, je pense, mon rôle en termes de pouvoir, très descendant, et d'autorité, ou bien en termes de responsabilité. Ce qui m'amène à un second point, qui est également de s'interroger régulièrement, chacun d'entre nous, et Laurent, on a eu des discussions tout au long de la carrière où tu m'as accompagné sur comment est-ce que moi, à titre personnel, je vis également l'autorité. Parce que ce qu'on vit avec notre niveau supérieur, que ce soit un actionnaire, que ce soit ou nos clients lorsqu'on est un entrepreneur, évidemment, on va l'incarner de manière latérale ou descendante. Est-ce que je suis capable d'accepter, de subir un certain nombre de choses ? Et si je les accepte et si je les subis, ça veut dire que, évidemment, de facto, je suis capable de les appliquer à d'autres. Quelle est la limite que je mets ? Quelles sont mes valeurs personnelles ? Ça, c'est le deuxième point qui me paraît important. Et pour illustrer ça, de manière très visuelle, moi, ce qui m'est cher en termes de pilotage d'équipe et dans tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, et donc on rejoint ce que tu évoquais de la part de Roger Martin, je pense que ça se diffuse, c'est cette image très opposée entre deux formes de management. La première qui est un management très en étoile, et puis la seconde qui est un management très circulaire où en fait on est tous dans une équipe assis autour d'une table. Et moi, à titre personnel, mon but ultime, c'est que cette équipe, mon équipe, et que les équipes directes de mes managers fonctionnent de la même manière, c'est qu'elles fonctionnent de la même manière, voire encore mieux lorsque je ne suis pas assise à la table. Mon but ultime, c'est de leur devenir inutile pour pouvoir ensuite passer à d'autres choses. Mais je pense que un dirigeant, un manager qui manage par la confiance a pour envie ultime de devenir inutile pour ses équipes. Merci beaucoup pour cette réponse. Je fais une incise d'ailleurs qui est une saillie humoristique. Vous savez qu'un jour, un journaliste s'adressant à Paul Bocuse lui dit « Mais enfin, monsieur Bocuse, vous avez tellement de restaurants, qui cuisine quand vous n'êtes pas là ?» Et sa réponse fut « Les mêmes que quand je suis là. » Et ça, c'est un peu finalement une philosophie de vie, absolument. Jean-Michel, peut-être, tu veux... Je te garde pour la fin, Maud, si tu veux. C'est comme ça, ouais.
Non, Jean-Michel, vas-y, je t'en prie. Non, d'abord, je pense que ce mot de confiance est quand même un mot clé dans la vie, tout simplement, hein, même, avant même le management. Pour chacun d'entre nous, la confiance, c'est une clé. Il faut avoir confiance dans les autres, confiance en soi, confiance dans la société dans laquelle on est. Quand il y a la notion de contrat social qui apparaît dans notre modernité, eh bien, c'est bien une question de confiance. Quand on fait, par exemple, un pays est un pays qui doit avoir confiance en lui-même et qui se caractérise par une société de confiance. Alain Perfit avait écrit un livre excellent sur le sujet dans les années 80, La société de confiance, où il travaillait sur différentes théories de la confiance et différents cas d'école ayant existé dans l'histoire de confiance, et il en faisait l'ingrédient principal de la bonne santé d'une économie et de la société. Donc la confiance, c'est pas un sujet parmi d'autres, c'est le sujet clé central. C'est pourquoi j'étais d'ailleurs heureux d'accepter cette table ronde, parce que je pense que c'est clé dans la vie. Et d'ailleurs, même pour le sens que nous donnons à notre vie, c'est bien pauvre une vie où on a confiance en rien, n'est-ce pas ? Où on se défie de tout le monde et où on ne fait pas de lien avec les autres, où on ne fait pas le pari, le risque, parce qu'il y a toujours un risque derrière la confiance, le risque d'être déçu, le risque d'être trahi, ça existe, mais c'est justement ça aussi la vie que de prendre ce risque-là. Donc il y a quelque chose d'essentiel dans la confiance, et ensuite, derrière, ça tombe bien si je peux dire, derrière cet essentiel qui relève presque du domaine des valeurs, eh bien, il y a quelque chose d'efficace. C'est-à-dire les sociétés, cette fois-ci au sens d'entreprise, qu'elles soient privées ou publiques, les structures fonctionnent bien quand il y a une logique de confiance qu'on a réussi à imprégner. La France a été, à certains moments de son histoire, une société de confiance. Nous sommes un pays qui a connu beaucoup de clivages, nous sommes un pays nerveux, nous sommes un pays qui, parfois aujourd'hui, est pessimiste, mais il y a des phases de notre histoire où nous n'avons pas été complètement ainsi. C'est pourquoi je suis toujours en lutte contre l'idée que la France serait fatalement pessimiste ou fatalement clivée. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop pessimistes et beaucoup trop clivés. Je ne conteste pas ça, au contraire. Je m'en désole et j'essaye de contribuer à ce que ce soit moins le cas. Mais si vous prenez, par exemple, sous la Troisième République, il y a eu bien sûr des moments de grand clivage, comme l'affaire Dreyfus, par exemple, mais il y avait, par exemple, une très grande confiance dans l'école et une confiance de la France en elle-même. D'ailleurs, juste avant la guerre de 14, une confiance excessive en elle-même. On pensait gagner la guerre en quelques jours. Donc là, ça fait réfléchir aussi à savoir circonscrire la confiance, en quelque sorte. Mais c'est pour dire que la France, qui aujourd'hui, dans les sondages sur le pessimisme à l'échelle mondiale, est dans une situation pire que l'Afghanistan. C'est-à-dire que les Afghans se pensent plus heureux que nous, ce qui est quand même un peu embêtant quand on voit... Alors, je pense qu'aujourd'hui, les Afghans, je me permets de le dire au passage, sont dans une situation tellement terrible que ça ne doit plus être le cas quand même. Mais c'est pour dire que nous sommes, comme le dit une formule souvent répétée, nous sommes des gens qui, étant dans un paradis, se croient en enfer. Et il faudrait sortir de là par la logique de confiance. C'est pourquoi, lorsque j'ai pris mes fonctions de ministre de l'Éducation nationale, le thème que j'ai mis au centre de tout, c'était l'école de la confiance. Non pas parce que la confiance se décréterait et parce que du jour au lendemain, en arrivant en disant « vive l'école de la confiance », d'un seul coup, tout le monde devient confiant dans l'autre. Si c'était aussi magique, ça se saurait. Donc la confiance ne se décrète pas. Mais en tout cas, pour essayer d'enclencher un cercle vertueux qui permet d'avoir la confiance de l'élève dans son professeur, des parents dans les professeurs, de la société dans son école, des professeurs dans les élèves, et à la fin, le but ultime du processus, c'est que l'élève ait confiance en lui-même, que nous sachions faire grandir des enfants et des adolescents qui partent dans la vie avec une confiance en eux-mêmes parce qu'ils ont vécu dans une ambiance de confiance. Ce que je viens de décrire existe. Ça n'existe pas à 100%, ça n'existe pas partout, mais il y a des écoles, des collèges, des lycées en France qui réussissent cela. Et la différence entre une école qui réussit et une école qui ne réussit pas, de même qu'entre un pays qui réussit et un pays qui ne réussit pas, c'est celle où l'esprit d'équipe règne et permet qu'il y ait une ambiance de confiance, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, qui, par définition, existent toujours, mais qui peuvent être dépassés grâce à la logique d'équipe. Par exemple, les situations de violence sont dépassées par les questions de confiance. Le monde adulte doit être uni quand il est confronté à une question de violence. Quand il ne l'est pas, la violence s'infiltre. Donc la confiance est une clé. Je me suis efforcé de la pratiquer. Alors ce qui
passe quand on a, puisque c'est un peu ça la question, quand on a des structures de très grande taille, et souvent l'éducation nationale est considérée comme une des structures les plus grandes au monde, hein, on disait toujours, c'est la 3e structure après les chemins de fer chinois, les chemins de fer indiens et l'armée rouge. Un jour, j'ai demandé à mes équipes de vérifier ce point, parce que c'était une sorte de cliché qu'on disait, et ils sont revenus en me disant non, c'est pas vrai, en effet c'est un cliché. Mais nous sommes bien le 3e mondial, mais pas derrière les chemins de fer chinois, derrière la société de pétrole chinoise et derrière Walmart, je crois. Le fait est que c'est une structure gigantesque et que pour la faire fonctionner, il faut évidemment un maximum de déconcentration des compétences et donc de responsabilisation des acteurs. On y reviendra peut-être dans le débat, je ne veux pas être trop long, mais la clé, j'ai parlé des élèves, mais elle est aussi, s'agissant de l'organisation, dans le fait que chaque école, chaque établissement puisse prendre ses responsabilités. On a fait allusion à la réforme du lycée tout à l'heure. Parmi ces caractéristiques, l'une d'entre elles, c'est la responsabilisation des acteurs. C'est le fait qu'un lycée peut choisir beaucoup plus qu'avant les points forts sur lesquels il insiste, qu'un élève peut beaucoup plus qu'avant choisir les thèmes sur lesquels il se sent meilleur et sur lesquels il va approfondir pour se préparer en confiance vers l'avenir. Donc cette question de l'autonomie et de la responsabilité des acteurs, elle est évidemment clé, et ça passe par un certain nombre de choses, mais j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. Absolument. Il y a une idée qu'on ne va pas reprendre après ici, mais c'est intéressant, dans la confiance qui est le moyen de sortir de la violence. Vous savez que c'est un concept swahili qui est très répandu, en particulier dans le monde africain, mais pas seulement, qui s'appelle Ubuntu, U-B-U-N-T-U, je suis parce que nous sommes, et c'était ce qui avait permis à Mandela de sortir de la logique de la violence, qui était quand même extrêmement présente en Afrique du Sud. Si tu as encore envie de parler, quand même, malgré le fait que je t'ai gardé pour la fin. Il y a une raison pour laquelle j'ai gardé pour la fin, comme tu le sais. Moi, je voudrais répondre par rapport à plusieurs choses qui ont été dites, mais j'aimerais insister sur le fait que, notamment en management des hommes et des femmes, la confiance est un acte. Si on prend 2 minutes de recul, la confiance, on a tendance à dire que ça se gagne, ça prend du temps. Hein ? La confiance, ça met du temps à se construire et ça se perd très vite. En management et en leadership, c'est l'inverse, paradoxalement. On part d'un postulat de confiance. On ne peut pas arriver en étant dans une zone de défiance et en voyant avec le temps si ça se passe bien avec les collaborateurs. Enfin, en tout cas, je pense que ça, c'est plutôt un management toxique. Donc, il y a une forme de postulat de la confiance pour un manager. Je vais décider, quand je prends une responsabilité managériale, quand j'ai charge d'âme et d'homme, d'avoir un pari de la confiance. Donc, c'est un acte qui est assez différent d'un management traditionnel, old school, qui n'existe plus déjà, bien sûr, mais qu'évoquait Fabienne, à savoir un management plutôt vertical, contrôlant, en silo, où on ne fait pas assez confiance pour partager l'information, ou déléguer. Ça a existé et ça existe encore. Et l'idée du management par la confiance, c'est quand même de faire le pari par l'acte de décider de faire confiance a priori, de basculer de la verticalité facile du chef, je suis CEO de Sofitel et de M-Gallery, c'est comme ça, je décide, de basculer de cette verticalité facile à l'altérité. Je ne dis pas horizontalité, je ne suis pas forcément convaincue de l'entreprise horizontale. En revanche, je crois à la bascule de la verticalité à l'altérité, parce que c'est là que dans l'altérité, ce que tu décrivais très bien, Fabienne, on peut avoir des petits signes de confiance. Moi, à quoi je pense pouvoir voir qu'il y a des indicateurs, des signaux faibles de confiance dans mes équipes, liberté de parole et liberté d'expression. Est-ce que les équipes parlent librement? Est-ce qu'elles parlent librement à moi et entre elles? Liberté de contradiction. On pourrait opposer à confiance, Laurent, la défiance. Moi, j'opposerais à confiance la peur. Et j'ai quand même vu beaucoup de peur dans les organisations d'hommes et de femmes de pouvoir. Qui dit pouvoir, dit peur. Et donc, la capacité à être contredite par ces équipes est pour moi un signe de confiance. Est-ce qu'elles s'expriment librement? Est-ce qu'elles ont une liberté de contradiction? Confiance est sans doute opposée à complaisance. Et on parle du feedback, oui, c'est pas forcément agréable d'en prendre, mais si un de tes collaborateurs te dit « Bon là, Maud, par rapport à l'organisation, je trouve que c'est un peu lourd, est-ce qu'on pourrait alléger ?»
à chaque fois, je me dis, c'est une preuve de confiance. Et j'aime bien l'idée, je crois que c'est dans le papier que tu avais écrit en ligne, Laurent, cette notion de sûreté psychologique. La sécurité psychologique est pour moi la fondation d'un management par la confiance. Cette capacité à être soi dans une organisation autour d'un projet commun, à poser la pierre de la cathédrale de Bertrand en se disant qu'on peut le faire à sa manière, avec ses talents, sa personnalité, du moment que le projet de la cathédrale reste respecté. Et cette sûreté psychologique, doublée d'une liberté de parole et d'une liberté de contradiction, pour moi, ce sont les petits signaux faibles d'un management par la confiance et donc dans une forme de vraie altérité, qui n'empêche pas que les gens sachent qui est le chef, mais comme disait Hannah Arendt, c'est tout sauf le totalitarisme. On ne joue pas de son statut de chef pour un excès de pouvoir en verticalité. On est là dans une subordination de fait, mais qui a pour devoir la responsabilité de faire grandir. Donc c'est intéressant de se dire que quand on est finalement en situation de leadership, on a le devoir de prendre ce pari de la confiance, qui est un acte, pas forcément intuitif. On peut avoir des petites déceptions, mais si en regardant dans le rétroviseur, je devais regarder, je n'aurais pas un seul regret, parce que ce postulat du pari de la confiance est très gagnant. Comme on est dans un temple universitaire, je vais rendre à César ce qui appartient à César. La notion de sérénité psychologique, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus là-dessus, c'est un concept qui a été poussé par une prof de Harvard qui s'appelle Amy Edmondson, mais surtout qui a été reprise de manière extrêmement opérationnelle chez Google, qui a essayé en 2014 de se poser la question de quels sont les critères qui font qu'un groupe réussit. Et c'est ce que tu disais. En réalité, ils ont identifié 5 facteurs, mais il y en a un qui est primordial. C'est-à-dire, s'il n'est pas présent, les autres ne servent à rien. Et ce facteur, en fait, c'était celui de la sérénité psychologique, qui, accessoirement, dans cet état d'esprit, n'est pas le seul fait du leader, l'insécurité possible psychologique, mais aussi des pairs. C'est-à-dire que, bien sûr, ça ne se limite pas à la relation verticale, comme tu le précisais si bien. Alors, je voudrais qu'on ouvre les questions. Nous avons avec nous, devinez quoi, 2 Brice. Une Johanna, une Sarah. Nous avons, alors, Corentin, mais que je vais appeler Constantin, pour des raisons personnelles. Et puis, on a Alexandre aussi, c'est juste ? Voilà. Mais Alexandre est le prénom. Alors, on va démarrer les questions. Sarah, tu es prête, Sarah ? Je suis prête. C'est le moment jamais. Lève-toi et dis-nous ton prénom. Alors, sans surprise, Sarah. Ah, formidable. Tu es dans une école, peut-être. Peut-être tu peux faire vite fait, juste dire dans quelle école tu es, ça suffira en faire la promotion. Donc, je m'appelle Sarah Schlanzauer et je suis à l'IPSA, qui est une école d'ingénieurs en aérospatiale. Parfait. Alors, tu manges le micro carrément. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas trop l'éloigner, sinon après on n'entend plus bien. D'accord ? Là. Allez, c'est maintenant. Sur le menton, tu le poses sur le menton, comme ça, direct. C'est bon là ? Allez. Parfait. On est lancé. Ma question est pour Maud Bailly. Oui. J'aimerais savoir quel type d'indicateur on peut utiliser pour suivre la performance de ces équipes quand on manage par leur confiance, quand on fait confiance à ces équipes. Voilà. Merci. Merci Sarah, c'était bien. Merci. Merci. Confiance. Je suis convaincue qu'un management de confiance à long terme, ça délivre toujours de la performance. D'ailleurs, ça rime, confiance-performance, les mots techniques. À court terme, tu peux manager par la défiance et rincer tes équipes, mais ça ne marchera pas. On dira défiance, ça rime aussi. Donc oui, bon, écoute, ne sois pas désagréable tout le temps. Quoi. Non, mais c'est pénible, ça. C'est modérateurs qui ne mettent pas en confiance les panélistes. Maud, bon. Confiance rime aussi avec exigence. J'ai pas fini, j'arrive. Mais je t'aide. Oui, mais non, mais j'ai pas besoin d'être aidée. Okay. C'est pénible, ça. Ce défiance du panéliste, à nouveau. Qui tu disais, Sarah ? Donc, je suis convaincue que vraiment, pour mesurer un management par la confiance qui marche, il y a vraiment la performance dans l'exigence. 2, le turnover. On est quand même dans un monde avec une volatilité, une complexité, un rapport au travail qui peut paraître parfois plus transactionnel. D'aucuns diront cynique. Peut-être qu'au fond, c'est peut-être juste normalisé. Peut-être qu'il y a un rapport plus contractuel et au travail, et c'est peut-être mieux comme ça. Mais en tout cas, les gens, ils ont besoin de rester pour de bon.
et pour de vraies raisons, et pour un projet de cathédrale, et pour le fait qu'ils se sentent bien, et pour une notion d'alignement. Et donc la capacité à retenir des talents, ça pour moi, c'est vraiment dans la durée, c'est vraiment un signe de confiance. Et puis, alors parfois on les décrit, mais moi je trouve que c'est quand même assez utile. On a des enquêtes d'engagement dans nos organisations respectives. Nous, on les a tous les 3 mois pour avoir non pas une enquête annuelle, on fait le plan d'action et puis on se rendort. On a une forme de mesure du pouls de l'organisation en continu. C'est cette liberté de retour. D'ailleurs, j'ai étudié avec mon comité de direction ce que nos équipes nous ont dit dans cette prise de pouls il y a 3 jours. Et ça, c'est intéressant parce que le niveau d'engagement est pour moi aussi un bon indicateur de confiance. Merci beaucoup. Alors, oui, Brice, vas-y, tu as le micro, c'est maintenant. Tu te lèves, tu donnes ton prénom, bien sûr. Brice Delamarre, il y en a 2. Je suis étudiant à Neoma Business School et j'ai posé une question à Monsieur Dumazy. On a parlé beaucoup de la France et en fait, je voudrais savoir les particularités culturelles à l'international qui favorisent ou entravent le management par la confiance. Alors, Brice, merci 1000 fois pour ta question. Je compte sur Maude pour m'aider, puisqu'elle gère un groupe aussi qui est présent aux 4 coins du monde. Mais d'ailleurs, premier constat, un Brésilien n'est pas un Chilien, qui n'est pas un Hongrois, qui n'est pas un Français, qui n'est pas un Philippin. Donc, c'est ce qui rend d'ailleurs mon métier absolument passionnant, c'est que, étant présent dans 45 pays et gérant des équipes qui regroupent 120 nationalités différentes, le management par la confiance est très différent en réalité d'un pays à l'autre. Alors, si j'essaye de généraliser un tout petit peu mon propos, je pense qu'il y a 2 types de confiance. Il y a la confiance cognitive, c'est-à-dire qui vient de faits et d'actions, qui crée de la confiance entre eux. Et si j'étais un peu caricatural, les pays anglo-saxons de tradition romaine, l'armée romaine qui avance, génèrent de la confiance entre eux, mais de la confiance cognitive. On fait des choses ensemble, on y arrive ensemble et on se fait confiance avec le postulat ou l'a priori en disant « je te fais confiance » et dans la réalisation des objectifs, cette confiance ne fait que grandir. Et puis vous avez des pays dont la France fait assez partie d'ailleurs, où en fait la confiance se bâtit par un biais affectif. C'est donc de la confiance affective, les Brésiliens étant probablement le modèle le plus pur de la confiance affective. Je vais le dire d'une autre manière, vous rencontrez un Brésilien pour la première fois, si vous ne le prenez pas dans vos bras, c'est immédiatement perçu comme étant de la défiance. Alors, il faut le savoir, mais à l'inverse, si vous prenez dans vos bras un Japonais, non seulement c'est tout simplement un outrage aux bonnes manières japonaises. Donc, en réalité, déjà pour s'orienter, vous avez des intensités différentes entre la confiance cognitive et la confiance affective, et vraiment, chaque pays a ses niveaux différents. Et ensuite, derrière cette confiance, se joue une pratique de la confiance, et Maude en a bien parlé. Prenons le feedback. Le feedback est très important, le feedback entre nous. Eh bien, la culture du feedback est très différente d'un pays à l'autre. Vous avez des pays qui sont très directs dans le feedback. Les pays d'Europe du Nord ont un feedback qui est très direct, qui est très factuel. Un feedback direct et factuel avec quelqu'un originaire de l'Asie ou de la Chine est totalement contre-productif dans la confiance. Vous avez aussi des manières de décoder les feedbacks. Quand vous donnez un feedback à un collaborateur mexicain, il vous dira toujours que tout va bien, même quand tout va mal. C'est-à-dire qu'à 1 seconde de la mort, un Mexicain continuera à vous dire que tout va bien. Et c'est un peu pareil avec les Brésiliens. Todo bem, todo bem. Et il faut comprendre cette culture brésilienne parce qu'en fait, le pays est tellement instable, il a traversé tellement de crises que vous avez en face de vous des gens qui sont profondément optimistes et profondément agiles. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que dans l'établissement de cette confiance, qui passe par des rapports, dont un rapport de feedback, la capacité à donner le bon feedback au bon moment et de la bonne manière, et de le décoder aussi, est très important. Je vais vous livrer 2 observations. La première, c'est que si vous prenez 2 êtres humains,
ici, nous, qui est une population assez homogène, ton sourire, Brice, il peut avoir à peu près 20 formes différentes. Et on peut avoir un sourire sardonique, un sourire sarcastique, un sourire joyeux. Et moi, dès le premier contact, je serai capable de décoder à peu près 18 de tes 20 sourires. Si je change profondément de culture, donc par exemple en Asie, un Asiatique va avoir aussi 20 formes de sourires différentes. Et ma première interaction avec lui, je serai capable d'en décoder à peu près 5. 5. Ça veut dire qu'en fait, je rentre dans un dialogue avec cette personne qui est un dialogue où il me manque les 2/3 de compréhension de ce qu'il exprime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, 1, il faut en être conscient. 2, il faut aimer les hommes pour partir à la découverte des 15 autres formes de sourire que pourra vous donner votre collaborateur asiatique. Et donc ça, il y a une forme de curiosité, mais il faut aussi s'apprivoiser. Et j'en reviens à nouveau à notre ami Saint-Exupéry. On est là pour s'apprivoiser. Et pour s'apprivoiser, il faut bâtir des cathédrales ensemble. C'est l'action qui unit les hommes entre eux. Et c'est un intérêt supérieur. Ça peut être le service public ou un grand projet d'entreprise qui permet de faire des choses, de se dépasser, d'aller vers l'autre, de mieux le connaître, de mieux le comprendre. Et donc d'être capable d'avoir une culture du feedback et de la confiance qui s'installe. Deuxième chose que j'ai apprise grâce à mon voisin de gauche. Pendant des années, j'ai donné du feedback en disant « Tu sais, Brice, vraiment, ton intervention, elle est super, mais tu pourrais penser à 1, 2, 3. » Et en fait, j'ai compris grâce à Laurent, et ça dépasse toutes les différences culturelles, c'est que le « mais » peut être très avantageusement remplacé par le « et ». Et c'est bizarre, quand on dit « et » à la place de « mais », d'un seul coup, celui qui reçoit le feedback n'oublie pas la première partie. Donc tu sais quoi, Brice, ton intervention était formidable. Et si je puis me permettre, j'aurai 2 suggestions d'amélioration. Et donc là, Brice va se coucher en se souvenant du fait que ça a été formidable, mais que comme nous tous, il a un chemin vers son plein potentiel. Un petit mot, une conjonction de coordination change tout dans la capacité à donner du feedback et à le recevoir. Et ça dépasse toutes les différences culturelles. Bravo. Si tu permets, Brice, je vais pousser ta question à Fabienne. J'espère que j'avais le bon sourire d'ailleurs. Parce qu'en fait, Fabienne, c'est intéressant. Toi, le point de vue, je ne vais pas dire inverse, mais tu vis dans un groupe qui a été créé. Alors, j'ai du mal à dire américain parce qu'il est californien d'origine. Reid Hoffman est un type qui a été éduqué à Oxford. Enfin, mais tu vis quand même dans un univers où il y a des critères qui ne sont pas déterminés en Europe, ni quoi que ce soit. Toi, comment tu vis cette question de ce point de vue-là? Alors, moi, j'étais particulièrement intéressée et touchée par ce que vient d'évoquer Bertrand sur le sujet du feedback. Évidemment, tu t'en doutes et tu nous connais suffisamment bien pour avoir fait la transition de cette manière-là. Parce qu'effectivement, chez LinkedIn, ce qui nous rend unique et la particularité de cet environnement, c'est une profonde culture du feedback systématique qui est parfois et qui est un peu compliqué à vivre lorsqu'on arrive dans cette organisation parce qu'on prend des feedbacks de partout. Et la force de la culture et sur ces 6 ingrédients culturels qui fondent LinkedIn depuis son origine et qui a permis de faire ce que tu évoquais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire suivre la croissance de cette entreprise de 10 personnes à 17 000 aujourd'hui et de 100 membres à 1 milliard de membres dans le monde, de devenir coté, de devenir adossé à un actionnaire qui s'appelle Microsoft, c'est la pérennité de ces ingrédients culturels. Sur ces 6 ingrédients culturels, il y en a 3 qui sont relatifs à la confiance. Alors vous me pardonnez, je vais les dire en anglais parce que je trouve qu'ils parlent encore plus. Le premier, c'est Tech Intelligent Risk. Et là, ça implique ce qu'évoquait Maud précédemment, c'est-à-dire que nous puissions tous opérer dans un environnement qui soit suffisamment sécurisant pour qu'on se sente mis en pouvoir de prendre des risques qui sont pertinents pour l'organisation et nos résultats. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est act like a owner, c'est-à-dire tu agis comme si cette entreprise était la tienne
et quel que soit ton niveau dans l'organisation, ce qui permet de retrouver des sujets de contribution individuelle qu'on évoquait tout à l'heure. Et enfin, le troisième qui a été ajouté pendant la période de pandémie, et c'est intéressant de voir que ce 6e ingrédient culturel, cette 6e valeur a été ajoutée, c'est trust and care. Comme si ça devait faire le continuum, mais la notion de care a été ajoutée. Et comme l'évoquait Maud précédemment, nous sommes tous évalués, nous suivons tous très régulièrement l'engagement des collaborateurs, mais chacun des managers est évalué sur 2 sujets qui sont: est-ce que chacun de tes collaborateurs dans ton organisation se sent libre de parler? Première question, avec des scores très précis, parce qu'on est très data évidemment chez LinkedIn. Et le deuxième score qui est très important pour chacun d'entre nous, c'est: est-ce que chacun de ses collaborateurs se sent libre d'être lui-même ou elle-même? Ce qui implique évidemment de chacun d'entre nous de construire une confiance. Mais ça a un corollaire. C'est que pour pouvoir faire le pari de la confiance qu'évoque Maud, il faut être solide sur ses appuis. Et donc ça implique d'avoir un certain nombre de compétences comportementales. Donc dès le recrutement, il y a 2 choses qui sont observées de manière très fine. Ça ne va pas être notre expertise, ce qu'on sait faire, ce qu'on a fait avant, etc. Alors oui, évidemment, il faut qu'on ait une certaine proximité avec les sujets qu'on est censé traiter. Mais les 2 sujets, c'est ce qu'on appelle le fit culturel. Est-ce que cette personne va bien s'immerger dans cette culture très particulière? Et puis la deuxième, c'est sa capacité à grandir, à accepter le feedback sur la durée. Les quelques erreurs de recrutement qu'on a pu faire, elles se sont fondées sur ces 2 sujets. Laurent, est-ce que grâce à l'intervention de Fabienne, je grandis d'un seul coup et je me rends compte que la sémantique de feedback est mauvaise. Si on est là pour faire grandir et être grandi aussi, en fait, back, c'est-à-dire ce qui s'est passé très bien, mais c'est feed forward qui est intéressant. C'est-à-dire que l'interaction qu'on va avoir sur l'expérience qu'on a vécue ensemble, elle n'est intéressante que si elle est tournée vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on va changer ensemble? Et donc, on pourrait, nous, Français, d'ailleurs, abandonner ce terme de feedback et réinventer un terme français qui nous fasse tous grandir, un équivalent de feed forward. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble au vu des expériences passées pour grandir ensemble et consacrer l'essentiel de notre énergie à imaginer demain? Maud, tu voulais dire aussi un mot? Moi, très rapidement, en vous écoutant, j'ai juste quelque chose qui m'interpelle. C'est comme si, en fait, le degré de confiance qu'on était capable de donner aux autres était finalement proportionnel à la confiance en soi. Et quand j'entends ce que vous dites, et c'est vrai qu'il y a des codes de la confiance. Moi, j'ai la chance de travailler dans 110 pays. C'est vrai que les codes de la confiance ne sont pas les mêmes. Avec beaucoup de spontanéité, on peut être très maladroit. Donc, on apprend, mais oui, il y a un langage et un code de la confiance. Mais finalement, et c'est ce que tu disais, Jean-Michel, il y a un moment où on a eu confiance en France. Et quand est-ce qu'on a perdu confiance? Est-ce que la confiance peut revenir? Est-ce que la confiance, finalement, elle est culturelle? Je me souviens qu'à l'école normale, j'avais au programme le protestantisme au XVIIe siècle. Et un des trucs qui m'avait vraiment marqué, c'était qu'un des fondamentaux du protestantisme, c'est le postulat de la confiance en l'homme, mais en soi-même. On n'a pas besoin de dogmes, de clergé pour avoir accès à Dieu. Et on ne doit pas attendre de mourir pour être élu. On peut être élu de notre vivant. Et donc il y avait une forme de finalement, dans cette religion-là, de postulat de confiance en soi. Et est-ce que la confiance, finalement, ce n'est pas contagieux? Est-ce que finalement, notre capacité à faire confiance n'est pas directement liée à notre capacité à avoir confiance d'abord en nous-mêmes, à être solide, sans être arrogant, en restant humble? Mais est-ce que finalement, pour être vraiment dans le management, dans la confiance, que ce soit un pays ou une personne, dans une organisation, est-ce qu'on ne devrait pas travailler ce cercle vertueux de la confiance, de même qu'il y a peut-être un cercle vicieux de la confiance, quand toute une organisation perd confiance ou tout un pays perd confiance? Est-ce que ce n'est pas là qu'on dérape en confiance? Et est-ce qu'à un moment, Jean-Michel, un pays peut retrouver confiance? Je te laisse répondre à la question. Je pense elle a été étudiante, hein, donc ça marche. Alors quand elle dit école normale, et on verra Alexandre juste après. Non, j'essaye de. C'est une question fondamentale et difficile, mais
Évidemment que je pense qu'un pays peut reprendre confiance. Je pense que la France peut reprendre confiance. Encore une fois, d'abord parce que ça n'est pas quelque chose qui nous est étranger. Parce qu'il y a des parties de la France où il y a de la confiance. Par exemple, il y a des régions françaises où l'école de la confiance, ça existe. La Bretagne, par exemple, est typiquement un pays où le système scolaire va en réalité bien. Les résultats scolaires de la Bretagne peuvent se comparer à ceux de pays scandinaves, par exemple. Donc, de même, si vous prenez les lycées français à l'étranger, qui bénéficient souvent de conditions extérieures favorables, mais ils ont un système de confiance très fort, et il y a 10 familles pour une place qui ont envie de leur faire confiance pour leurs enfants. Donc il y a bien quelque chose dans l'ADN du système scolaire qui n'est absolument pas vicié, mais qui au contraire inspire confiance et a de la valeur. Et donc tout cela pour dire que nous ne sommes pas irrémédiablement dans une situation d'échec ou de défiance, mais que nous avons des qualités. Les Jeux Olympiques ont été un grand moment de confiance du pays en lui-même, où on a vu le meilleur de nous-mêmes, à tous égards d'ailleurs, organisationnels et sportifs, et on s'est dit, on n'est pas si nul, on est même pas mal. Et puis alors notre héritage, la splendeur de la ville dans laquelle nous sommes, regardez là, regardez tous autour de vous, ça va. On peut se dire que les générations antérieures n'ont pas fait que des bêtises avant nous, quoi. Hein, on a des choses, on a de quoi faire, on a un capital. Donc la confiance du pays en lui-même, elle est réveillable, et elle s'est réveillée au mois d'août pour immédiatement se rendormir au mois de septembre. Mais ça prouve qu'elle est là. Elle est là. À nous peut-être de la faire surgir. Alors, ce qui est très difficile, et c'est la situation de certaines organisations comme celle que j'ai pu avoir en main ou du pays, c'est que c'est long et difficile de construire une forêt, c'est très facile de brûler des arbres. Et quand vous avez, même à petite échelle, des gens qui se dédient à brûler des arbres, ce qui normalement, heureusement, n'arrive pas dans les grandes organisations dont vous avez la charge, je l'espère, mais qui peut arriver dans un pays ou dans une très grande administration, ça rend difficile le travail de construction de la confiance. Donc il faut être à la fois dans une logique de confiance et sans naïveté par rapport aux forces de défiance. Et c'est vrai aussi, ce que je suis en train de dire est vrai aussi à l'échelle mondiale et géopolitique. Et donc, cette alliance entre la confiance en nous-mêmes, en notre destinée collective, et notre lucidité, notre fermeté vis-à-vis de ce qui va à l'encontre de ça, est à mon avis une clé à la fois pour une organisation et a fortiori pour un pays. Alors, on va se donner les 10 minutes qui viennent pour terminer les questions, parce que vous avez fait un vrai travail de préparation. Donc, je veux que chacun d'entre vous ait la chance de poser une question. Johanna, je te vois avec le micro, donc c'est maintenant. Et par contre, on fait une question, une réponse. Donc, elle s'adresse forcément à quelqu'un, je suppose. D'ordre général. Mince. Donc, tu ruines totalement ce que je viens de dire. Mais c'est changer pas grave. l'ordre. Question d'ordre. Non, mais vas-y. Pose ta question. Ne t'embête pas. Par contre, le micro. Oui. Pam, contre le Macron. Le Donc- menton. J'ai dit quoi? Le menton. Donc, vous êtes tous les 4 des grands dirigeants. Et je voulais savoir avant ça, qu'est-ce qui a fait et comment vous avez construit votre confiance en vous pour en arriver là? Ah oui, alors donc forcément, vous répondez en 2 mots chacun, c'est tranquille. Donc on est bien. Bon, allons-y, on va quand même tenter l'exercice. Je réponds Vas-y, vite. Bertrand. Moi, la confiance en moi, elle a été construite dans l'action. C'est-à-dire que depuis tout petit, j'ai fait des tas de choses et j'ai toujours dit oui avant de dire non. Donc j'étais toujours partant. Et donc je me suis pris des tartes pas possibles. C'est-à-dire la liste des échecs, des choses que j'ai tentées est assez considérable. Mais j'ai aussi accumulé une forme d'expérience et puis surtout une capacité à rebondir entre 2 échecs. Et donc je ne peux que encourager les uns et les autres à tenter des choses et à garder profondément au fond de soi-même l'idée qu'on n'est pas plus bête que les autres. Il y a du talent dans chacun d'entre nous. Il y a des formes de talents différentes, il y a des terrains d'expression de nos talents qui sont différents, mais il y a du talent en chacun d'entre nous. Et donc chérissez le talent que nous avons chacun et mettez-le à l'œuvre. On ne reste pas assis devant un écran, on fait des choses avec les autres. On bâtit des cathédrales, il y en a 9 qui vont s'effondrer, mais il y en a bien une dizaine, la 10e qui va tenir debout. Et ça permet d'apprendre à avoir confiance en soi, en les autres et en son avenir individuel et collectif. Génial. Quelqu'un d'autre sur ce sujet?
Moi, c'est l'inverse de Bertrand. À nouveau, hein, ce panel est complètement dysfonctionnel. Alors moi, j'étais une fille. Alors, bien sûr, toutes les filles n'ont pas confiance en elles, mais quand même, moi, j'ai douté à chaque fois. Et j'ai eu 2 piliers pour me faire grandir en confiance. C'est vrai, ça t'as pas le droit d'en parler, oui, c'est vrai. C'est l'expérience et la résilience. Au fil du temps, quand ça fait plusieurs fois que ça marche, sur un malentendu, c'est qu'on peut peut-être commencer à avoir confiance en soi. Et la résilience. Et il se trouve que j'étais en charge de l'Europe du Sud pendant la crise du Covid. J'avais charge d'âme de 1900 hôtels dans 7 pays. Et en 3 mois, on a fermé 70% de nos hôtels. Les barrières étaient fermées, les gens ne voyageaient plus. On était tous par Zoom ou par Teams. Et on a perdu 90% de notre revenu mondial, une année où on pensait qu'on allait tout casser. Et on a survécu. Et donc, expérience et résilience égale confiance. Ça te va, Johanna, comme réponse, les deux? Laurent, tu me on permets valide, mais Fabienne, vas-y. Un petit complément. Moi, j'ajouterais un 3e ingrédient, parce que comme Maud, alors c'est peut-être, on ne va pas tomber dans la caricature féminine, mais mon travail de confiance en moi, il est toujours pas terminé d'ailleurs. Et donc, il y a parfois des petits creux de confiance. Le 3e pilier, c'est les autres, c'est-à-dire mes équipes, mes pairs, mes amis, ma famille, qui font que quand je doute, eh ben je prends leur retour, leur feed-forward, et je capte leur énergie. Donc, appuyez-vous sur des alliés, appuyez-vous sur vos relations et sur vos équipes lorsque vous serez en posture de management. C'est une remarque qu'elle va comprendre parfaitement. Elle a les clés, Fabienne. Alors, Brice est dans les starting depuis le début, parce qu'il y a un autre Brice, donc c'est les 2 Brice. Alors, Brice 2, le retour. C'est moi. J'ai une question qui est générale, mais on va peut-être plus la poser à M. Blanquer, vu que vous avez quand même dirigé une très grande organisation. Et ma question était la suivante, c'est comment on peut avoir une confiance digne d'une petite équipe, avec cette intimité, dans un groupe aussi grand que l'éducation nationale? Comment on peut avoir cette relation entre individus à toute échelle? C'est une super question. Donc je parle un petit peu dans mon dernier livre, justement, parce que je parle, comme c'est relativement chronologique, je parle de comment j'ai fait quand je suis arrivé en fonction. Et ce que j'explique, c'est que d'abord j'étais préparé, parce que j'envisageais d'être ministre de l'Éducation nationale, donc on avait fait un programme, j'avais une idée sur la manière d'organiser les choses. C'est comme ça qu'on a pu faire le dédoublement des classes de CP en RED+, dès le mois de septembre 2017, en arrivant en mai 2017. Donc là, il y avait un côté préparé des choses. Et comment je l'ai fait? C'est pas tout seul avec mes petites mains dans mon bureau. Encore une fois, c'est 12 millions d'élèves, 1 100 000 personnes. Cette mesure, dans un premier temps, c'était 65 000 enfants. Après, c'est passé à 400 000. Tout ça suppose de la technique et de la mobilisation d'équipes. Et ça regroupe un peu tout ce qu'on vient d'entendre à l'instant, là. Je vais le dire de manière un peu simpliste, on était un groupe d'amis. C'est-à-dire, vous savez, le président de la République, dans la campagne, s'était engagé à ce qu'on soit que 10 dans chaque cabinet ministériel. Donc, ce qui est vraiment très, très, très peu pour diriger une organisation de 12 millions d'élèves. Et les 10, je les connaissais depuis presque tous depuis très longtemps. On avait déjà travaillé ensemble, on s'aimait bien, voire beaucoup. Et on se faisait une confiance aveugle. Et on pouvait se passer le ballon les yeux fermés, comme on dirait en sport. Et donc, cet élément-là, il a été clé. Et je disais toujours aux 10, donnez votre confiance. Et c'est parce que vous donnerez de la confiance, parce que vous donnerez même du pouvoir aux autres, que vous aurez vous-même plus de pouvoir. Et c'est ce que je disais aussi au recteur. Et de la même façon, pendant la crise sanitaire, comment est-ce qu'on a fait pour gérer les choses dans la situation tout à fait inédite que nous avons tous eue? Et bien, de nouveau, il y avait un système matriciel, en quelque sorte, où tous les jours, je parlais à 30 recteurs, qui eux-mêmes parlaient à leur X chef d'établissement, qui eux-mêmes parlaient à leur Y professeur,
qui eux-mêmes parlaient à leurs aides élèves et parents d'élèves. Ça n'a pas donné quelque chose de parfait, mais ça a quand même donné une organisation qui a tourné, et c'est ce qui nous a permis d'être l'un des pays qui a le moins fermé l'école au monde. Et ce, malgré des tirs dans tous les sens de défiance. Hein. C'était pas un monde totalement idéal de confiance à ce moment-là. Mais notre système interne, je le qualifierais de matrice de confiance. En tout cas, c'est ce que j'ai cherché à faire. Et donc, dans ce que je viens de dire, il y a plusieurs choses peut-être que je soulignerais, mais l'une d'entre elles qui était présente dans les propos de Fabienne, par exemple, c'est l'amitié. C'est-à-dire que l'amitié ne doit pas être un gros mot dans la vie professionnelle. Il y a de vraies amitiés, et il y a l'esprit d'amitié, même si on n'est pas forcément amis avec tout le monde. Il y a le fait que, ce n'est pas aberrant de considérer que ces relations d'amitié permettent de se faire confiance, et même d'avoir confiance en soi, parce que l'affect, ça compte. On n'est pas que dans l'affect, dans la vie personnelle et familiale, et que dans l'intellectuel, dans la vie professionnelle. C'est heureusement plus entremêlé que ça. Et donc il faut assumer qu'il est très important d'avoir un noyau dur autour de soi, de gens qu'on aime tout simplement, et qui rétroagissent sur la confiance qu'on a en soi-même. Merci beaucoup. Alors, Constantin alias Corentin. Donc lève-toi quand même, dis quand même ton vrai prénom et envoie ta question. Corentin, je suis étudiant en droit des affaires et en école de commerce. On a parlé donc de nos amis japonais, de nos amis mexicains. Est-ce qu'on pourrait parler de nos amis plus artificiels? Ce serait plutôt pour Madame Arata. Comment LinkedIn s'assure que ces algorithmes, ces services, notamment d'IA, restent transparents pour qu'on puisse leur accorder une certaine confiance? Alors, permets-moi, Corentin, de préciser que oui, certes, il y a de l'intelligence artificielle sur LinkedIn, mais en tout cas, en aucun cas, les relations ne doivent être artificielles, alors qu'elles soient sur LinkedIn ou qu'elles soient ailleurs. Mais le postulat de départ, c'est bien celui-ci. Et ce qui a fait l'identité, ce qui fait l'identité de LinkedIn, au-delà de la technologie, c'est justement pouvoir permettre aux entreprises, aux professionnels, d'avoir ces conversations de confiance dans un environnement qui soit sécurisé. Jean-Michel l'évoquait précédemment, la manière dont on s'exprime et dont on échange sur LinkedIn, avec ou sans l'algorithme, elle est très particulière parce que fondée sur une certaine transparence. Une transparence en termes de profil déjà, parce que lorsqu'on est sur LinkedIn, on n'est pas anonyme, on engage son identité professionnelle. Pourquoi j'explique tout ça? C'est parce que l'algorithme, il va se fonder sur ses ingrédients et ses postulats de départ. La deuxième des choses qui fondent la confiance et la relation claire que tu peux avoir et que chacun d'entre nous et toutes les marques peuvent avoir sur LinkedIn, c'est un cadre clair, des règles qui sont appliquées de manière transparente, facile d'abord, et que l'ensemble de la communauté applique aux autres également. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'autorégulation au-delà de la technologie qui, bien sûr, nous aide, mais une régulation de chacun d'entre nous. Et c'est une forme de responsabilité qu'on a tous sur la plateforme, et je pense également en tant que professionnels dans nos entreprises, dans nos organisations, qui est d'interagir de manière saine pour construire cette relation de confiance. Et ça s'exprime également sur LinkedIn. Concernant l'intelligence artificielle, en fait, il faut penser l'intelligence artificielle sur LinkedIn à l'aune de la vision d'origine qui est de dire notre propos, notre ambition, il est d'offrir ce qu'on appelle une opportunité économique à chaque professionnel partout dans le monde. Le mot le plus important de cette phrase et qui conditionne, on travaille chez LinkedIn comme des horlogers de manière très précise, qui conditionne chacun de nos actes, c'est ce mot « chaque ». Si tu veux que ce chaque soit réellement matérialisé, incarné, il faut qu'on ait des règles d'utilisation de l'intelligence artificielle qui soient parfaitement transparentes. Et donc, à ce titre-là, évidemment, nous appliquons l'ensemble des principes de ce qu'on appelle, et que certains d'entre vous connaissent probablement, les principes de l'IA responsable. Mais la technologie, je dirais que c'est 10% de la confiance sur LinkedIn. C'est ce qui nous aide. Ce qui est important, ce sont
les comportements des professionnels, la manière dont on interagit. Notre rôle, notre responsabilité, il n'est pas de tenter d'administrer une certaine vérité telle ou telle. Elle est de mesurer, modérer le fait que cette conversation, elle reste courtoise, correcte, que des fois des débats soient animés, constructifs, avec un certain nombre d'oppositions, mais dans un certain cadre. Donc le cadre clair, l'équilibre et puis cette transparence, c'est ça qui fonde la confiance sur LinkedIn, mais partout ailleurs. Et pour ceux à qui ça aurait échappé, c'est pour ça qu'Elon Musk dit j'arrête LinkedIn. Enfin, il faut tous arrêter LinkedIn, puisque, évidemment... Allez Alexandre, c'est le moment, parce qu'après c'est la salle qui pose les questions. Donc Alexandre, EM Lyon Business School et École Normale Supérieure de Lyon. Pour ma question, j'ai envie de rebondir sur les mots de Maud, justement, quand on parle d'un pari de la confiance. Un pari, on joue et parfois on perd. Alors, comment est-ce qu'on ose la confiance une nouvelle fois quand on a perdu une première fois ? Allez, qui veut répondre à cette question? Bertrand, je te sens chaud. Oui, d'abord, quelques lois de la statistique. Si tu joues au loto, tu as quand même beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Il se trouve que le pari de la confiance, tu as beaucoup plus de chances de gagner que de perdre. Donc si tu as perdu une fois et la première fois, c'est juste statistiquement rare. Et la bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas perdre une deuxième fois. Parce qu'en fait, le pari de la confiance, on perd très rarement. Donc vas-y à fond, c'est un pari gagnant. Quelqu'un d'autre sur le sujet? Moi, je rebondirais avec le sujet du risque intelligent. C'est-à-dire qu'effectivement, statistiquement, on a peu de chances de perdre 2 fois de suite. Pour autant, ça peut représenter à titre individuel ou collectif une réelle prise de risque. Et donc la question consiste à se dire... Qu'est-ce que j'y gagne ou qu'est-ce que j'y perds? Et je pense que, avant de prendre ce pari-là, une deuxième fois, la notion du risque intelligent doit présider. Un choix positiviste, la phronésis et Maud. En fait, quand j'étais Chief Digital Officer chez Accor, on a commencé à complètement changer nos manières de travailler en incluant le risque, comme tu disais, Fabienne, mais de manière banalisée, de manière positive. Et ça, pour moi, ça renvoie et ça corrèle notre rapport à la confiance, notre rapport au droit à l'erreur. Bon, c'est très chic de dire qu'on fait confiance aux gens et qu'ils ont le droit à l'erreur. En vérité, quand ils ratent, on dit ouais, bof ou loser, quoi. Donc ça, pas confiance. Et accessoirement, dans le digital, tout va tellement vite, n'est-ce pas, Fabienne, que le digital, la transformation digitale obéit à des cycles, à des lois de Moore, où tous les 6 mois, les algorithmes, les outils changent tellement vite qu'on n'a pas le temps de la défiance. On n'a plus le temps de la défiance, en fait. Donc même en étant cynique, il faut faire confiance. Et nous, c'est par éthique qu'on veut faire confiance. Et donc, dans mes fonctions de CDO, on a mis en place des méthodes de travail qui incluaient quelque chose en anglais qui s'appelle Minimum Viable Product, c'est-à-dire qu'on passait notre vie à tester. Et on passait notre vie à tester des solutions digitales sur des cycles courts où il y avait forcément plus de risques de rater. Mais c'est un peu la phrase des Shadocks, plus on rate, plus on se rapproche du moment où on va réussir. Donc en fait, plus on rate, plus il faut se réjouir. Vous voyez ? Et cette réduction de la temporalité dans les circuits de production, dans l'ère digitale, oblige à repenser le risque, la prise de risque, oblige à repenser de manière beaucoup plus honnête et positive le droit à l'erreur. Et en fait, c'est comme si cette ère digitale beaucoup plus soumise à des chocs, beaucoup plus courte, nous obligeait à repenser nos manières de travailler, où le risque, le droit à l'erreur et le test forcent la confiance. Et ça a été un vrai changement culturel. Vous voyez pourquoi il faut avoir foi dans l'homme, et la femme en l'occurrence. Normal Sup, Sciences Po, ENA, Inspection des Finances, et elle cite les Shadocks. Ça, c'est beau. Il est largement temps... Merci d'abord. D'abord, mais énormes applaudissements pour nos étudiants. Merci beaucoup. Formidable. Bon, vous partez pas parce que maintenant, il y a les questions de la salle. Alors, allons-y. On a une première question, tiens, juste à gauche, directement, premier rang.
il y avait une intention. Premier rang, poser une question directe. Allons-y. Merci beaucoup. Je m'appelle Thierry. J'ai été enseignant en Seine-Saint-Denis 6 ans. J'ai mûri largement la question que je vais vous poser. Et si vous aviez 1 minute, pourriez-vous répondre pourquoi le mensonge, pourquoi la peur, pourquoi le même, pourquoi la différence? 1 minute, tu peux y aller. Là, vas-y, Jean-Michel. La question n'était pas forcément ciblée juste sur Jean-Michel, mais sur tout le monde, bien sûr. Non, c'est une question très profonde et presque théologique, hein, ça renvoie presque au péché originel. Pourquoi le mensonge alors qu'on peut la vérité, n'est-ce pas? Et appliqué dans le domaine politique, j'ai beaucoup réfléchi à... Et 1 minute, ça ne va pas suffire, hein, mais finalement, dans l'histoire de la pensée politique et de la pratique politique aussi, il y a toujours cette idée de la force et de la supériorité du mensonge. Cette idée que, au fond... qu'on a par exemple chez Machiavel et qui est très profonde, hein, et qu'il faut reprendre très au sérieux, que il faut faire attention à la naïveté, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et donc c'est bien beau de parler de confiance et d'optimisme, mais en réalité le vrai dirigeant, le vrai homme d'État, c'est celui qui sait dissimuler, mentir, trahir, etc. Et j'ai toujours instinctivement, je me suis toujours battu contre ça, mais pas battu au premier degré, c'est-à-dire je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans ces assertions, et il faut savoir faire du judo avec ça. Par exemple, Jung a une phrase que j'ai toujours trouvée profonde et terrible, et il dit le contraire de l'amour, ça n'est pas la haine, c'est le pouvoir. Et il y a quelque chose de très juste dans cela, et en même temps il faut faire mentir cet adage. Et donc ça suppose une sorte de travail au second degré, encore une fois, il s'agit de faire du judo avec ça, c'est-à-dire oui, il y a une part inévitable dans la vie collective et donc dans la vie politique de sournoiserie, de mensonges, de trahison, etc. Ça existe, donc il faut bien le prendre en compte. Néanmoins, si en entrant là-dedans, on a comme seule finalité le mensonge et la trahison, alors rien n'a de sens. Et donc il est très important, notamment je parle de l'engagement politique, c'est plus vrai ce que je suis en train de dire que dans la vie de l'entreprise, mais dans les grandes entreprises, il y a de la politique aussi, dans un certain sens. Si on n'a pas, au-dessus de tout ça, un sens qui est lié à la vérité et à la volonté de servir un intérêt général, alors en réalité, on finit toujours par prendre en boomerang son propre cynisme. Et donc, je crois que le cynisme est toujours un mauvais calcul, et qu'à la fin, c'est quand même quand on a fait confiance, quand on a su prendre des risques, le risque de la confiance, que même si on vit parfois des difficultés à cause de ce risque que l'on a pris, en réalité, on recueille des fruits. Et ça m'amène à une ultime réflexion qui est d'ailleurs sous-jacente à tout ce qui a été dit, c'est-à-dire le rapport au long terme. Si on a une idée claire de ce que l'on veut, et que sur le long terme, on n'en dévie pas parce que c'est l'objectif, même si la vie fait qu'on est déporté d'un côté ou de l'autre en fonction des circonstances, si on ne dévie pas ça, alors ça se voit et ça porte ses fruits. Et parfois, on peut avoir des échecs qui sont des faux échecs, qui sont des échecs de court terme, mais qui en réalité vous mènent à cette route de long terme que vous vous êtes fixée dès le départ. Vous venez de vivre une séquence très citée de la réussite. Merci pour la question, merci pour la réponse. Par défaut, on va juste faire une réponse, mais aussi par défaut, si jamais l'un d'entre vous veut rebondir quand même, alors exceptionnellement on peut le faire aussi, mais l'idée c'est de faire en sorte qu'on ait beaucoup d'échanges. Alors je vois, il y a une main qui se lève devant peut-être. Alors les micros sont où? Sont là? Oui. Allons-y. Un monsieur là-bas qui a déjà un micro, et puis ensuite Céline. Voilà, très bien. Un monsieur en haut avec le micro. Ah bah, juste à côté du truc. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Serge, je dirige des agences d'événements et je suis un petit peu gêné aux entournures. En fait, pour bâtir des cathédrales, pour construire des projets, il faut un architecte. Cet architecte, c'est celui qui montre la voie, qui donne le chemin. Et on n'a pas abordé la question de la légitimité. L'idée, c'est que, pour arriver à cette légitimité, ou pour partir de cette légitimité, la confiance étant une résultante de cette légitimité, ou est-ce qu'il faut comme condition la confiance pour la légitimité, ou est-ce qu'il faut le miroir
des deux côtés de cette confiance pour toujours cette légitimité. Car si je ne crois pas en mon manager, si je ne crois pas en mon patron, s'il n'est pas légitime, comment lui faire confiance? Alors, qui répond à Serge? Bertrand, t'es parti. Je suis parti. Ouais. Alors, en fait, il m'est arrivé quelque chose ces derniers temps. C'est que j'ai la chance d'avoir un cousin germain qui est viennois et qui adore la France et qui n'arrête pas de me dire, vous savez, vous les Français, vous êtes des Grecs. C'est-à-dire que vous passez des heures à penser le cosmos et une fois que vous avez pensé le cosmos avec un système merveilleux, vous l'appliquez au réel. Et si ça ne marche pas, tant pis pour le réel. Et donc, quand j'ai été amené à réfléchir à ces questions de confiance, je me suis dit, ok, tu penses de trois choses, mais mets-le à l'épreuve du réel. Et donc, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me conduit le matin. Ça fait partie de la fonction et j'ai beaucoup de chance. Il s'appelle Rodolphe. Rodolphe est mon chauffeur. Et je lui dis, Rodolphe, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a une relation de confiance tous les deux? Est-ce qu'on travaille en confiance? Et la réponse de Rodolphe m'a fait penser qu'en fait, il aurait bien mieux fait que moi le boulot ce soir. Et il m'a dit 4 choses. Il m'a dit, écoutez Bertrand, oui, j'ai l'impression que notre projet et notre management est un management par la confiance. Pourquoi? Parce que 1, je sens que vous avez confiance en vous. 2, parce que j'ai confiance en moi. 3, parce que le projet que vous portez est au service duquel vous êtes et je vous épaule dans ce projet, j'ai confiance dans ce projet. Et 4, parce que je sais que si je trébuche en chemin, on saura en parler et on va se concentrer sur demain et pas sur ce qui s'est passé. Donc par rapport à votre question, je me suis senti très légitime avec Rodolphe quand Rodolphe m'a confié ses pensées et ça lui a pris 2 secondes. Hein. Il a répondu ça en 2 secondes. Donc, Rodolphe est probablement plus efficace que moi sur la réflexion sur le management par la confiance. Et la légitimité, elle se donne, mais elle se bâtit également. Et donc en fait, c'est une dialectique entre les deux. Est-ce que vous êtes un peu moins gêné aux entournures? Et en tous les cas, 18h30, concours d'éloquence, amphi Descartes avec Rodolphe ce soir. Maud, tu voulais dire un mot aussi sur pour Serge, qui est caché derrière le projecteur, donc on le voit peu. Mais sur votre très jolie question, Serge, pour moi, la légitimité, elle a toujours été nourrie par un des piliers de la confiance, qui est la proximité. Quand j'ai décidé de devenir chef de gare, et j'ai eu la chance de diriger la gare Montparnasse pendant 3 ans et demi, que diable, on allait être gêné aux entournures, aller faire une inspectrice des finances pour accrocher et décrocher des wagons. Hein. Je n'étais pas très légitime. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'aller sur le terrain, en proximité, pour apprendre. Apprendre à accrocher et décrocher des wagons, apprendre à conduire des trains, apprendre à vendre des billets, apprendre la sécurité ferroviaire, passer mon grand oral de certification de sécurité. Et petit à petit, dans cette proximité avec le métier, elle m'a donné de la légitimité, de la confiance en moi, de la confiance de mes équipes. Et donc, il y a vraiment eu ce triangle vertueux, légitimité par la proximité et donc confiance. Et aujourd'hui, dans les hôtels, j'ai la chance d'avoir 240 hôtels de luxe dans le monde. Je voyage tout le temps. J'étais à Angkor avant-hier matin. J'étais au Caire il y a quelques semaines, en Australie aussi. Qu'est-ce que je fais sur le terrain? Je vais tisser ce lien de proximité. Et à chaque fois que je vais voir mes équipes, Serge, en fait, j'apprends. J'écoute, bien sûr, mais j'apprends et j'espère qu'on bâtit un petit bout de légitimité commun, supplémentaire. C'est plus la légitimité de l'un contre l'autre, c'est une légitimité commune à servir un projet commun. Et Serge, vous connaissez la fameuse phrase, le management c'est la délégation par au-dessus, le leadership c'est la délégation par en dessous. Bonjour Céline. Donc je me lève, bonjour Céline. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Donc moi je suis DRH. Donc à ce titre-là, le management par la confiance est un enjeu important. Il y a un sujet que vous n'avez pas beaucoup évoqué, je pense, c'est l'accélération liée à la pandémie quand même, liée à la distanciation de la relation de travail. Et est-ce que ce management par la confiance, aujourd'hui, ne doit pas plutôt s'entendre d'une citoyenneté au sein de l'entreprise,
avec des droits et des obligations à la charge aussi bien du dirigeant que des collaborateurs? Et si oui, comment vous la constatez et comment vous l'encouragez? Très rapidement, dans le cadre du Covid, on s'est retrouvés enfermés à ne plus pouvoir aller sur place pour gérer des hôtels. Or, le groupe Accor, c'est 5600 hôtels dans 110 pays. Et donc, il y a un moment où, par rapport à une structure française assez hiérarchique, assez traditionnelle, on n'a pas eu d'autre choix que celui de la confiance en accéléré. Non pas qu'il n'y avait pas de confiance avant, mais en tout cas, les crises sont toujours des facteurs d'accélération de confiance et de croissance sans doute. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'autre choix que d'adopter des nouvelles manières de travailler. Par exemple, on a réduit nos circuits de décision, on a confié encore plus de pouvoir aux échelons de terrain qu'on ne pouvait plus aller voir. Donc il n'y avait pas d'autre choix pour continuer à faire tourner les hôtels et à prendre des décisions de proximité que de faire confiance. Donc je suis convaincue, et on disait souvent, juste après le Covid, qu'il fallait éviter l'amnésie de la crise. Parce que dans la crise, il y a eu des apprentissages, et ces apprentissages portaient principalement sur la réduction des circuits de décision, l'accélération de la délégation, la diminution des échelons dans le traitement des sujets, et c'est des méthodes de travail qu'on a gardées au point qu'elles ont inspiré la réorganisation qui a suivi en 2023. On a décidé au sein du groupe Accor de créer des entités plus petites, et je gère une d'entre elles. Je n'ai que 240 hôtels, donc je reste dans le cercle des 230 là, dont tu me parlais. Et peut-être que ça a été inspiré d'une de ces leçons de la crise. Il ne faut jamais oublier ce qu'on peut apprendre d'une crise, à savoir que l'accélération de la délégation, de la confiance, de l'empowerment du terrain, finalement nous avait rendus sans doute plus résilients et nous a permis de survivre. Et ça, c'est resté. Et évidemment, le risque, quand tout va mieux, c'est que ces échelons, ces contrôles reviennent et on lutte contre ça. On va prendre encore deux questions. Alors, pardon, Fabienne, vas-y, mais on prendra quand même deux questions après. Un point de vue complémentaire, si tu permets. Effectivement, je souscris à ce que vient d'évoquer Maud sur l'accélération qu'a permis, et ça a été l'un des points malheureusement positifs de cette crise, la pandémie en termes, et je reboucle avec la question de Serge, en termes de légitimité des entreprises et légitimité des dirigeants qui incarnaient la parole de ces entreprises pendant la crise. Et on a vu pendant cette période-là les entreprises revenir et en tout cas amplifier une manière de tisser des liens, de tisser des ponts, de créer de la solidarité sur lequel effectivement l'ensemble des patrons se sont soudain sentis beaucoup plus légitimes et sont sortis de cette inertie-là. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, pour construire une relation de confiance, il faut effectivement de la réciprocité. Et la notion de droit-devoir, elle est parfois timidement évoquée dans le cadre du dialogue managérial. C'est probablement l'un des sujets les plus compliqués à aborder et on le voit avec l'exigence des candidats, l'exigence des collaborateurs. Il y a souvent beaucoup plus de droits que de devoirs et ça, en tant que DRH, Céline, j'imagine que vous y êtes confrontée. Enfin, un cadre clair, qui fonde également la confiance. Ce que nous avons appris, nous, chez LinkedIn, pour traverser la pandémie, évidemment l'accélération, la délégation, mais la nécessité de communiquer systématiquement sur toutes nos décisions. Quels étaient les 3 critères clés? Avoir une grille de décision sur 2-3 critères qui permettent de naviguer également parfois les changements ou les évolutions de posture, d'organisation, etc. Mais clarifier 3 critères systématiques pour toutes les décisions qui sont prises. Et de la même manière, envers le collaborateur, voilà les 3 choses auxquelles tu vas t'engager conjointement avec ton manager. Et on revient au sujet de contrat de confiance qui était évoqué au début du débat, mais la notion de réciprocité, elle est effectivement clé. Et si je devais résumer de manière lapidaire la réciprocité, tout travail mérite salaire, tout salaire mérite travail.
Alors, on va faire un exercice qui est typique Cité aussi, puisqu'on commence à arriver juste à la fin du temps. Là, on est 1 minute. Donc, je vais prendre les 2 questions qu'il y avait. Là, j'ai 2 personnes qui ont un micro, théoriquement, et on va les traiter ensemble, ou alors on ne va pas réussir à les traiter ensemble, mais au moins on les aura entendues ensemble. Allons-y. Question numéro 1 et question numéro 2. Qui pose la première? Derrière vous, il y avait quelqu'un qui a un micro déjà en main. Oui, allons-y. Allez, une question, vite. Bonjour, ma question portait sur la capacité à être un peu roublard. Est-ce que vous êtes confiant envers des managers qui sont capables de sortir des sentiers battus, de tordre un peu les règles, mais pour qu'il y ait un peu plus d'éthique, et donc à être un peu plus roublard? Alors, la confiance envers le borderline, question numéro 1, question numéro 2. C'est parti, Charles-Henri. Dans un livre publié en 2020 avec des collègues de l'ESSEC et le SCP, on disait que la première caractéristique de la confiance, c'est d'accepter de se rendre vulnérable. Et pour un manager, c'est pas facile. Je voudrais que vous répondiez sur cette question de la vulnérabilité. Alors, et la roublardise pour ceux qui veulent. Donc, le roublard vulnérable, c'est parti. Moi, je prends la partie vulnérable, vous m'en voulez pas. Avoir confiance en soi, ça permet justement de sortir de la perfection toxique. La perfection n'existe pas, Charles-Henri, et c'est tant mieux. En revanche, on est tous résolument humains. Et dans l'humanité, il y a des forces et des fragilités. Et ces fragilités-là, ça peut être de formidables leviers de management, de leadership, pour embarquer des équipes, pour casser cette verticalité toxique, parfaite, où les gens se disent qu'ils ne vont jamais y arriver. Et finalement, dire que finalement, mon chef est peut-être humain, trop humain, et on est proche au point que peut-être un jour, moi aussi, je pourrais devenir ce manager-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut pleurer tous les jours au bureau, hein. C'est la conclusion de ce panel, très inspirant. Ça veut plutôt dire que plus on est dans l'authenticité, dans son leadership, dans la confiance de se montrer tel qu'on est, avec ses forces, son trait de caractère, sa personnalité, mais aussi sa vulnérabilité, plus on tisse ces liens d'authenticité qui font la durée et la force d'une équipe. Et comme je vois bien que les shadows, ça te plaît moyen, je vais élever le niveau. Donc Audiard disait « J'aime les êtres fêlés parce que seuls eux laissent passer la lumière ». Je trouve merveilleux qu'il y ait ces zébrures, ces fêlures, parce que cette vulnérabilité, ça rend aussi très très fort. Et puisqu'on en est à citer, alors on va conclure ce débat dans la réponse à la roublardise, mais avec une jolie phrase. Elle est d'un ouvrage de Camus, mais qui est un ouvrage un peu caustique, un peu difficile. Dans La Chute, Clamence, à un moment, s'interroge sur le charme, et sa définition du charme, c'est la suivante, c'est de dire, c'est cette manière de s'entendre dire oui sans jamais avoir posé de questions claires. Par vos applaudissements, j'aimerais que vous remerciez notre panel, mais surtout aussi nos étudiants. Un grand bravo, merci beaucoup. Merci Brice, Sarah, Johanna, Constantin, forcément, Alexandre. Merci beaucoup. Et à très bientôt, et profitez bien des autres débats. Merci.